considère comme un cinéaste déjà autodidacte. Je n'ai pas de formation de cinéma. Je suis un cinéaste citoyen, on va dire, autodidacte, mais effectivement passionné de cinéma depuis ma tendre enfance. Et je suis aussi président d'une association de cinéma d'art et d'essai dans les Monts du Lyonnais, ce qui fait que je baigne vraiment dans le cinéma depuis de très, très nombreuses années. Et en fait, donc, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à la Palestine? Alors, ça date pas d'hier, hein. Moi, ça fait moins 30 ou 40 ans cet endroit du monde, qui est passionnant à comprendre, très complexe, mais passionnant à comprendre. J'ai fait donc 2 voyages. Je me suis décidé à aller en Palestine, finalement, c'est pas très vieux, puisque mon premier voyage date de 2014. Et ce qui m'a amené à faire ce film, c'est une rencontre avec une réalisatrice palestinienne qui s'appelle Maï Masri, que vous devez sans doute connaître, qui avait fait un film merveilleux qui s'appelait je me souviens plus. Bref, et en tout cas, je l'ai accompagnée en région Rhône-Alpes pour la promotion de son film, et elle m'a vraiment encouragé. Elle savait que j'allais retourner en Palestine. Elle m'a dit, écoute, vas-y avec ta caméra, lance-toi, on voit que tu as envie de raconter. Et donc, du coup, voilà, et ça a achevé de me décider à faire ce film. Et voilà, alors vous avez raison que c'est un sujet qui a été traité quand même de nombreuses fois au cinéma, lui donner vraiment une dimension pédagogique. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir révolutionné le monde, hein, mais en tout cas, je voulais vraiment mettre de la pédagogie dans cette histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'on passe 20 minutes dans l'histoire avant de rentrer dans le quotidien des Palestiniens. Et ça me semble primordial. Je dis souvent dans les débats, pour comprendre le présent, il faut impérativement aller dans le passé. Si on n'a pas ces clés de compréhension, on n'a que des bribes d'informations qui sont données par nos grands médias, et ça me gênait beaucoup. Donc, ce qui m'a vraiment animé, c'est la pédagogie et la rigueur intellectuelle. Le film de Maï Masri, c'est 3000 nuits, je viens de m'en souvenir. Alors, les intervenants, pour la plupart, je les ai choisis parce que je les avais lus. Ils m'ont nourri dans ma réflexion de la compréhension de cet endroit du monde depuis 25 ou 30 ans. Alors, je parle des gens, des journalistes du monde diplomatique, hein, les spécialistes du Moyen-Orient. Elias Sambar, j'avais lu beaucoup, beaucoup de ses bouquins. Et majoritairement, c'est des gens que j'avais vraiment envie d'avoir devant moi pour qu'ils m'expliquent leur travail, leur compréhension, qui me présentent l'histoire et leur travail d'historien. Donc, c'était assez naturel de les avoir. Donc, ce choix, il s'est fait parce que c'est des gens, comme je l'ai dit, qui m'avaient nourri. Et puis après, j'ai eu des opportunités, comme l'opportunité d'avoir Richard Falk, qui était de passage à l'ONU à Genève. Et donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Une copine m'a appelé, elle m'a dit, allez, viens vite avec ton équipe, on peut faire une interview. Voilà. Donc le film a été construit comme ça, majoritairement par des gens que j'avais vraiment très envie de les avoir devant ma caméra, et aussi par quelques opportunités comme ça. J'en ai eu aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai construit ma trame. Alors, disons que moi, j'ai fait un choix. J'ai construit ce film avec un point de vue que je revendique totalement et que j'assume. C'est le point de vue du droit international. Il se trouve que le droit international, il est en faveur des Palestiniens, puisqu'il est bafoué par l'État d'Israël, en tout cas par sa politique. Donc, je le dis sincèrement, je n'avais pas envie d'aller interviewer on va dire ce qu'on appelle des sionistes de gauche, qui allaient me trouver 1000 raisons pour justifier de la politique israélienne. Pourquoi? Parce que ces gens-là, que je respecte par ailleurs, c'est eux qui squattent nos médias. Je parle de la France, que je connais mieux que la Belgique. C'est à eux à qui souvent on donne la parole. Et franchement, je n'avais pas envie de les entendre. Donc, ce qui m'a également animé pour faire ce film et dans mes choix de mes interviewés, c'est en tout cas de ne pas chercher un équilibre, de renvoyer dos à dos Israéliens et Palestiniens, parce que quand on connaît un peu le sujet, ce qui je pense être un peu mon cas, quand on se rend sur le terrain, il n'y a pas d'équilibre. Il y a une des armées les plus puissantes du monde, et en face, on a des gamins qui jettent des cailloux, pour faire court.
Donc, l'équilibre n'existe pas. Il y a un occupant, un occupé. Donc, c'est un film qui a un point de vue mais je peux comprendre que ça peut en heurter certains, hein, mais je l'assume complètement. En fait, je me permets de vous faire remarquer que le BDS, boycott des investissements, est abordé dans le film, même si ce n'est pas un thème majeur et principal, ça, je vous l'accorde. Mais ceci dit, il est abordé quand même. Il est abordé en tant que mouvement né de la société civile palestinienne il y a une quinzaine d'années, qui ont encouragé les citoyens du monde en empathie avec le combat des Palestiniens à relayer cette campagne BDS au travers de leur pays, ce qui est le cas en France, que probablement le cas en Belgique et ailleurs. Donc, il n'est pas abordé en tant que thème principal, mais il est quand même au moins, on en parle un petit peu dans le film. Alors là, je suis complètement sur la même ligne que Eliane Sivan. Ça, c'est clair que le boycott culturel fait partie du boycott global économique d'Israël, parce que quand une compagnie théâtrale ou une compagnie de danse à l'effigie et soutenue par le ministère de la Culture israélien se produit en France ou ailleurs, je veux dire, ça me semble assez logique qu'on tente des actions pour au moins attirer nos concitoyens, parce que dans ce cas-là, et dans ce cas-là, on ne boycotte pas les individus, on boycotte une politique globale israélienne que l'on juge, nous, une politique qui va à l'encontre des droits humains. Donc, je suis tout à fait favorable au boycott culturel également, comme le boycott global qui est inclus dans BDS. Donc, je rappelle que BDS est un mouvement de boycott global qui a été lancé par la société civile palestinienne, par les syndicats, etc., par des associations qui tentent à attirer l'attention du monde sur le non-respect des droits fondamentaux du peuple palestinien. Donc BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Donc il y a 3 volets. Boycott, c'est le boycott de tous les produits. Alors au départ, c'est un boycott des produits des colonies, mais bon, ça devient un peu compliqué vu la colonisation de la Cisjordanie. Donc boycott des produits, on va dire globalement israéliens, oui, pour faire pression économique sur l'État d'Israël. Des investissements, c'est mettre la pression sur nos propres entreprises dans chaque pays pour qu'elles n'investissent pas avec des sociétés israéliennes, notamment dans les colonies. Et en France, on est bien placé pour le savoir qu'il y a des campagnes de boycott contre des grandes entreprises françaises qui se montrent complices avec leurs investissements en Israël et dans les colonies. Et sanctions, là, c'est plus un volet juridique. C'est faire connaître que, par exemple, en ce moment, il y a des en cours auprès de la Cour pénale internationale, et ça, je sais très bien par source très, très bien informée, que ça fait très peur à Israël pour le futur, quoi qu'il le démente. Mais ceci dit, voilà, ça, c'est le volet plus juridique, et si tant est qu'on puisse dire que la CPI, le droit international, représente encore quelque chose dans ce que les médias appellent le conflit, que je considère qu'il n'est pas vraiment un conflit, puisque ce ne sont pas 2 armées qui s'opposent. Oui, alors Israël est la seule démocratie au sens où il y a un parlement, il y a un contrôle citoyen direct, etc. On vote pour un président, enfin un parti, etc. Mais je rajouterais très vite que si c'est une démocratie, elle est vraiment très très malade. Parce que je rappellerai à vos auditeurs que à l'été 2018, Netanyahou a fait voter l'État-nation pour les seuls juifs. Ce qui veut dire qu'en Israël, 80% de la population est juive, 20% est d'origine palestinienne, musulmans ou chrétiens. Ça veut dire que ces 20% qui ont la citoyenneté israélienne n'ont pas les mêmes droits que les 80% de juifs. Ça, c'est selon la définition de Richard Falk, grand spécialiste du droit international et de l'apartheid, ça, c'est une situation d'apartheid. Donc, c'est peut-être une démocratie. Oui, les Arabes palestiniens d'Israël sont représentés à la Knesset, mais c'est une démocratie qui est quand même très, très, très malade.
j'entends cet argument on m'oppose souvent, et notamment dans les débats. Mais vu de France, je ne suis pas complètement sûr que les médias soient systématiquement favorables à la Palestine. Franchement, très sincèrement, dans nos médias, c'est beaucoup plus partagé que ça. Je parle des grands médias dominants. Je ne parle pas des médias alternatifs. Et il y a un élément intéressant, c'est la dernière guerre sur Gaza en 2014, où là, évidemment, les médias nous ont envoyé des images mais extrêmement choquantes de la disproportion des attaques de l'armée israélienne sur les populations civiles. Donc là, forcément, il y a eu un choc dans l'opinion. Et il y a eu une période à l'issue de cette dernière guerre 2014 où effectivement l'opinion s'est dit non, mais quand même disproportionné. Et alors moi, je regrette beaucoup que l'État français, à l'époque, c'était le président Hollande, a pris fait et cause pour Israël. Et ça, personnellement, je suis encore scandalisé de cette prise de position. Donc je mesurerai un petit peu cet avis sur les grands médias qui prendraient systématiquement fait et cause pour les Palestiniens. Je serais quand même nettement plus mesuré, permettez-moi. Qu'il y ait des actes antisémites dans le monde, je ne conteste pas, et il faut lutter de partout contre cet antisémitisme. Mais je ferai remarquer que des actes islamophobes, il y en a beaucoup, 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 et notamment en France, parce que je peux parler de la France, pays que je connais mieux que la Belgique. Donc, et à mon avis, les actes islamophobes sont tout aussi importants, voire plus importants que des actes antisémites, mais je n'ai pas envie de faire de la comptabilité là-dessus. Le combat contre tous les racismes, c'est un combat de tous les jours. Le combat contre l'islamophobie, le combat contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, etc., c'est un combat citoyen de tous les jours qu'il faut qu'on mène tous ensemble. Donc, je rajouterais que c'est, de mon point de vue, plutôt des structures en France comme le CRIF qui attisent la haine en défendant systématiquement la politique israélienne, même en 2014, quand on a vu ces bombardements sur des femmes et des enfants, sur la population civile, ils trouvaient encore le moyen de donner des circonstances atténuantes à Israël. Et j'affirme ici que ce type de comportement, c'est un comportement qui attise la haine et peut entraîner effectivement un développement de l'antisémitisme. Et je le rappelle, qui est un combat de tous les jours. La lutte contre l'antisémitisme est un combat de tous les jours, comme le combat contre tous les racismes. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai une explication à ça, mais je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Je pense que c'est parce que c'est entre guillemets, je mets plein de guillemets, un conflit très long qui dure depuis 70 ans et qu'il est né du colonialisme européen. Et je pense que ce poids de l'histoire est encore très, très important dans la compréhension de ce conflit. Il a 70 ans. Et je rappellerai que nos grands États européens, la Belgique en fait partie, la France, l'Angleterre, qui étaient des grands pays colonisateurs, ont fini par décoloniser. La France en Algérie, au Maghreb, etc. Mais que là-bas, la décolonisation n'a pas eu lieu. Donc, je pense que tous ces poids-là pèsent beaucoup dans la compréhension du conflit. Alors, le soutien, effectivement, de mouvance, je suis d'accord sur le terme, de mouvance antisémite. Les plus grands soutiens à Israël viennent des États-Unis et notamment des églises évangéliques. Et alors, en travaillant mon film, puisque c'est un sujet qui est également abordé dans le film, je me suis dit, mais mince, comment se fait-il que des chrétiens soutiennent la politique israélienne de colonisation? Donc, j'ai farfouillé, j'ai fait des recherches, j'ai recoupé des infos. Et en fait, oui, la plupart des responsables des églises évangéliques sont clairement des antisémites, mais ça ne les gêne pas.
Et ça ne gêne pas Netanyahou d'avoir ces soutiens-là, d'accord? Et je dirais que ma compréhension, c'est de me dire, mais c'est un soutien calculé, un petit peu, un peu fou, parce que derrière, il y a une espèce d'explication biblique. Vous savez que, je la fais court, hein, mais à l'heure du jugement dernier, tous les Juifs vont se convertir au christianisme. Donc finalement, c'est bien qu'on les aide sur place pour se débarrasser de tous les Palestiniens qui sont majoritairement musulmans. Voilà, c'est des explications que j'ai retrouvées dans plusieurs dossiers en préparant mon film. Israël a été soutenu au début de sa construction par la France, qui leur a livré l'arme nucléaire, en tout cas les outils pour le faire. Ensuite, le relais a été pris par les États-Unis. Mais en fait, ça s'explique très bien parce que Israël continue d'être le porte-avions qui étaient des pays occidentaux au milieu des pays arabes. Et ça s'est jamais démenti. Donc le soutien de 3 ou 4 milliards de dollars tous les ans des États-Unis à l'économie de guerre, entre guillemets, israélienne, c'est aussi parce que il faut qu'on continue d'être présent et d'avancer nos pions dans cet endroit du monde qui est évidemment, alors peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais qui est vital pour nos économies occidentales. Alors là, la géopolitique, nous, en tant que citoyens, ça nous dépasse. Mais oui, le soutien américain à Israël est inconditionnel parce que, et ça m'a été dit, et c'est d'ailleurs dit dans le film par plusieurs historiens, parce que Israël continue d'être vu comme le porte-avions occidental au milieu des pays arabes. Et ça, c'est, je pense, assez compréhensible. C'est assez facile à comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, le droit de veto américain est largement suffisant pour enrayer toute initiative qui irait dans le sens d'une application de ce droit, puisque toutes les résolutions qui ont condamné Israël ces 25, 30, 40 dernières années n'ont jamais été suivies des faits, parce que vous l'avez fort justement fait remarquer, systématiquement, il y a le veto américain. Donc, le veto bloque systématiquement les velléités d'application de ce droit international, mais je rajouterais qu'il y a un élément d'espoir, c'est la CPI, la Cour pénale internationale, qui est un organe juridique complètement indépendant des Nations unies, cour à laquelle n'a pas adhéré Israël ni les États-Unis, mais ce n'est pas un problème. Elle est en train de faire son travail. Il y a des dossiers juridiques qui ont été montés et moi je suis très au courant de ce qui se passe puisque un des avocats qui défend les plaintes palestiniennes est lyonnais, fait partie d'un collectif d'avocats, donc il me tient très souvent au courant de l'état d'avancement et donc la procureure est en phase de bientôt démarrer, on l'espère, une enquête pour crimes contre l'humanité commis par Israël lors des attaques sur Gaza et lors des dernières répressions contre les jeunes Gazaouis qui allaient se masser à la frontière, vous savez, depuis 2 ans, et qui ont fait des dizaines et des dizaines de morts, des centaines de blessés à vie. Il y a plus de 500 dossiers auprès de la Cour pénale internationale qui vont toutes dans le sens de crimes de guerre. Maintenant, il va falloir le prouver auprès de la CPI, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Il faut bien comprendre que la colonisation de la Cisjordanie, on va dire de ce qui reste de la Palestine, si on met Gaza en dehors, elle est très active depuis 67, depuis la guerre des 6 jours, mais elle est très active depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a environ 800 000 colons en Cisjordanie, donc dans la Palestine occupée, complètement en regard du droit international. Et quand on voyage en Palestine occupée, en Cisjordanie, ce qui a été mon cas 2 fois une quinzaine de jours, on se rend bien compte qu'une solution à 2 États, mais on se dit, mais comment c'est possible? Vous traversez 25-30 checkpoints pour faire 50 kilomètres. Vous avez des colonies sur les hauteurs qui se sont développées de partout au-dessus des villages palestiniens, pardon. Et là, vous vous dites, mais comment on fait un État comme ça?
Donc déjà, ne serait-ce que le bon sens, en tant que juste citoyen qui se renseigne, vous vous dites, mais non, 2 États, ça me semble quand même assez compromis. Donc effectivement, moi j'ai discuté avec des Palestiniens dans les familles, puisque j'ai logé dans des familles, et je le rajoute, dans des familles palestiniennes de confession musulmane, dans des familles palestiniennes de confession chrétienne, parce que je voulais justement bien avoir les deux avis. D'ailleurs, ils se rejoignent tous les deux. Certains intellectuels palestiniens se disent, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette le paquet? Et je ne dis pas que c'est ce que je pense et c'est ce qu'il faut faire, surtout pas, mais il faut mettre le paquet sur un combat pour les mêmes droits pour tous, dans une grande géographie qui englobe Israël, Palestine occupée et Gaza. Si on met le paquet sur ce combat-là, bah, peut-être qu'on va avancer dans nos droits. Donc effectivement, certains pensent que c'est un axe de revendication et de combat. Donc je le respecte, hein, parce que effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, quand on se promène en Cisjordanie, qu'on voit le pays truffé par les colonies, on se dit, oh là là, ça va être quand même compliqué de faire 2 États. Si tant est qu'Israël veut qu'il y ait un État palestinien, que je pense qu'ils ne le veulent pas. Vous savez, je n'ai pas la réponse à tout, hein. Moi, je soutiens BDS comme je le peux en tant que modeste citoyen engagé parce que je trouve que c'est un combat qui devrait tous nous toucher. C'est un peu notre propre humanité qui se joue là-bas. Donc, Et puis, je pense qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Les Palestiniens, ça fait 70 ans, 3 générations ou 4 générations qui ne baissent pas les bras. Donc, ce combat-là sur le droit pour tous dans cette grande surface qui englobe ces 3 entités, comment on le relaie? J'avoue, pardonnez-moi, je n'ai pas la réponse, quoi. Non, je ne sais pas comment le faire, si ce n'est relayer ces grandes idées d'intellectuels ou ces débats qui font vraiment débat dans la société palestinienne.